Il y a quelque temps, de hauts fonctionnaires chinois ont exprimé leur inquiétude car selon eux, leurs jeunes deviennent de plus en plus efféminés et ils ont présenté un ensemble de stratégies pour prévenir ce comportement. Cette nouvelle nous rappelle que, bien qu'étant un géant de la technologie et une puissance mondiale, l'épine dorsale du gouvernement chinois est toujours une dictature communiste commandée par un parti de vieillards. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Mao Zedong, l'architecte de ce modèle et qui est entré dans la cour de l'histoire comme l'un des plus grands tyrans. L'histoire de Mao Zedong est la success story typique d'un garçon paysan devenu leader politique et fou génocidaire. Mao est né dans le village de Shoashan, dans la province du Hunan, le 26 décembre 1893, fils de paysan. À l'époque où Mao est né, son père était l'un des paysans les plus riches du village et pendant son enfance, le petit Mao n'a pas connu la pauvreté, mais il a connu la violence. Car selon ses propres dires, son père était très dur et sévère avec lui et ses frères et sœurs, allant jusqu'à les frapper pour les discipliner. Depuis son enfance, il aimait la lecture et lisait tout aussi bien les classiques de la littérature chinoise que les classiques occidentaux. Il n'a jamais aimé la vie de paysan ni les coutumes de son village. En fait, après avoir été forcé d'épouser une adolescente de son village, Mao Zedong, sous prétexte d'étudier, déménagea à Changsha, capitale de la région. Avec cela, il mettrait fin à sa vie de paysan. Cela explique un peu pourquoi, une fois au pouvoir, il voulait les faire travailler 16 heures par jour, lors de la grande avancée. En 1917, Mao s'installe en Chine pour travailler comme assistant du bibliothécaire universitaire Li Dazhao, qui fut l'un des premiers communistes chinois. Grâce à ce travail, il a accès aux ouvrages de Marx et de Lénine et côtoie les intellectuels communistes de l'époque. Mao rejoint le Parti communiste chinois et pendant la guerre civile, et grâce aux guérillas, Mao réussit à gagner pour le communiste les provinces de Jiangxi et Fujian. Grâce à cela, Mao gagne en popularité au sein du parti et monte en grade. En 1927, la Chine était une république prétendument libérale, dirigée par un parti appelé Kuomintang. Je dis prétendument gouverné parce qu'il y avait deux fronts de guerre en même temps. D'un côté, les Japonais qui envahissaient une bonne partie du pays, et de l'autre côté, les communistes du Parti communiste chinois, dirigés par Mao Zedong. Après la Seconde Guerre mondiale, les Japonais sont rentrés chez eux la queue entre les jambes, et les communistes soutenus par l'URSS ont pris le pouvoir. Enfin, le 1er octobre 1949, Mao Zedong déclare l'établissement de la République populaire de Chine. Sa doctrine est fermement inspirée du marxisme-léninisme. C'est sans doute le premier drapeau rouge qui vous dit que cela ne peut pas aller bien. La première chose que fit Mao Zedong fut d'exiler tous les membres et partisans du Kuomintang sur la petite île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Taïwan. Au cours des 10 premières années, il a essayé d'industrialiser le pays avec l'argent qu'il avait reçu de son parrain Staline, je veux dire de l'URSS. Mais il avait un problème, la Chine était un pays de 1,4 milliard d'habitants qui n'agissait pas comme il le voulait. De plus, après la mort de Staline, les relations avec l'URSS se sont beaucoup refroidies, car pour Mao, les successeurs de Staline étaient des bourgeois tièdes et il a perdu le soutien financier. Ainsi, à la fin des années 1950, Mao a décidé de lancer ce qui serait la mère de toutes les campagnes politiques, le grand bond en avant. Une campagne qui voulait satisfaire les airs de grandeur de Mao en tant que leader communiste, car il ne voulait pas seulement relancer l'économie chinoise, il souhaitait se montrer au monde comme l'héritier de Marx et de l'URSS, devenant ainsi l'exemple à suivre pour les autres États communistes. En seulement 4 ans, il a collectivisé toutes les terres, y compris les logements et les outils. Les fermes ont été transformées en communes avec pour seul objectif de quintupler la production agricole en quelques années. Quiconque s'opposait ou ne se conformait pas à cet objectif était considéré comme un contre-révolutionnaire et condamné à mort. Les paysans étaient contraints de doubler leur temps de travail. Il organisa son peuple en une sorte de rouage dans un mécanisme, ne travaillant que pour satisfaire le besoin d'être une puissance dans l'industrie lourde. Comme les campagnes avaient été laissées vides après les guerres civiles, des milliers de personnes de la ville ont été relocalisées à la campagne. Et dans chaque village, des fours pour la fusion des métaux ont été créés. Ainsi, les villageois devaient travailler pendant 8 heures leur terre et quand ils avaient fini, ils devaient travailler 8 heures de plus dans la fonderie. Ils ne pouvaient pas se plaindre, ils avaient 8 heures pour dormir. Cette stratégie n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a eu des pénuries alimentaires et la famine. Et l'acier produit par les villages était tous de très mauvaise qualité car il n'était pas fourni en matières premières. Donc les paysans, pour couvrir le quota d'acier, devaient fondre leurs propres outils.
C'est d'ailleurs de là qu'est née la légende selon laquelle les produits chinois sont de mauvaise qualité. Ainsi, à l'instar des dirigeants latino-américains, Mao Zedong a commencé à inventer des chiffres et à prendre des décisions aléatoires qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Par exemple, il a fait jeter des maisons pour les utiliser comme engrais. La mesure la plus célèbre et la plus risible de toutes a été d'exterminer les moineaux. 1 milliard d'entre eux ont perdu la vie, de sorte que la Chine est entrée dans l'histoire comme le pays qui a déclaré la guerre aux oiseaux et qui a perdu, parce que l'élimination des moineaux a provoqué une invasion d'insectes qui ont mangé les céréales. La conséquence en a été la grande famine chinoise. Entre 15 et 50 millions de personnes ont perdu la vie, selon les données de la République populaire de Chine elle-même. Vous saurez donc si ces chiffres sont réels ou non. Pour d'autres, on estime que le chiffre se situe entre 18 et 45 millions de morts, soit à cause de l'épuisement et de la faim, soit parce qu'ils ont été condamnés à mort. Même avec les données les plus conservatrices, cette catastrophe est considérée comme l'une des plus grandes catastrophes causées par l'homme. Mais ce n'était pas la pire. En fait, ce n'est que le prélude de la cruauté qui allait être vécue sous le gouvernement de Mao. Sous le gouvernement de Mao Zedong, le fait d'avoir une paire de lunettes de soleil ou un canapé est devenu un motif de répression ou de punition publique exemplaire. Ce ne sont là que quelques-unes des restrictions les plus étranges et les plus extrêmes, car pendant la grande révolution culturelle de Mao, les restrictions et les punitions étaient beaucoup plus cruelles. Mao avait peur d'une éventuelle dissidence au sein de son parti, et ce n'était pas pour rien, car après sa campagne du grand bond en avant, il avait gagné quelques ennemis qui préféreraient une certaine ouverture ou une interprétation moins stricte du communisme. Le plus célèbre d'entre eux est Deng Xiaoping, connu sous sa phrase « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il a des souris ». Pour empêcher toute dissidence, il a suivi la recette communiste pour éliminer toute personne pensant différemment et ainsi les empêcher de prendre le pouvoir. La première chose fut d'instituer de 1956 à 1957 une campagne d'encouragement à la liberté d'expression appelée « Campagne des 100 fleurs », dans laquelle la liberté d'expression était encouragée, même contre le régime. Cela semble bien joli et tout, mais cela n'a servi qu'à localiser les dissidents car plus tard, entre 1957 et 1959, la campagne anti-droite a été organisée dans laquelle 2 millions d'intellectuels ont été purgés et exécutés. Cette campagne ne servit pas à grand chose, car incroyablement, Mao Zedong, malgré son pouvoir, fut relevé par le bureau politique du Parti communiste chinois et Liu Shaoqi fut nommé à sa place. Pendant cette période, beaucoup de réformes furent suspendues. L'histoire d'horreur se serait arrêtée là si le parti n'avait pas permis à Mao de conserver son poste de président du parti et de chef de la propagande. En 1963, de sa position, il a promu un mouvement d'éducation socialiste avec lequel il prévoyait de rééduquer les intellectuels et les élites du parti. Si vos poils s'hérissent à l'idée de ce que cela signifie, vous serez surpris d'apprendre que le résultat fut 77 000 morts et plus de 5 millions de purges. Malgré ce carnage, des perturbateurs ont continué à apparaître. Mao a dû repenser sa stratégie, déclarant que les biens et les richesses peuvent être confisqués, mais pas les idées. Le ministre de la Défense Lin Biao avait compilé les phrases les plus populaires que Mao avait prononcées dans un discours et les avait publiées dans un livre de poche qui devint rapidement populaire sous le nom de « Livre rouge de Mao » et dont il donna un exemplaire à chaque citoyen, initiant ainsi un culte de la personnalité du leader communiste. Ce contexte a donné lieu à la célèbre Grande Révolution culturelle prolétarienne qui s'est déroulée entre 1966 et 1976. Son objectif était de purger les hauts responsables du parti pour cause de révisionnisme et de contrôler les médias et la culture. Pour atteindre ses objectifs, il ne pouvait pas compter sur les gens de son propre parti. Il a donc créé une armée avec des gens qui ne s'identifiaient pas au pouvoir, ni aux anciennes traditions. Les élus étaient les étudiants. Il se distinguait par l'utilisation d'un uniforme, un ruban rouge au bras et le livre de Mao dans leur poche. Ils ont reçu l'ordre d'allumer le siège du parti, ce qui a allumé la mèche de la révolution en août 1966, un événement qui est devenu connu sous le nom d'Août rouge. À travers une pièce de théâtre, les étudiants de l'université de Pékin ont critiqué les hauts responsables du parti et leurs professeurs. On s'attendait à ce que Mao prenne position contre eux, mais il les a soutenus en disant qu'ils étaient opprimés par des idées traditionnalistes. À partir de là, le slogan était « se rebeller et justifier ».
Cette armée d'étudiants est devenue connue sous le nom d'Armée Rouge et on leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur tâche de purger toute la Chine. Certains politiciens ont essayé de les arrêter, mais ils étaient déjà imparables et rien ni personne ne leur a échappé. Pas même Liu Shaoqi, le président qui a été capturé, battu et emprisonné. Le pauvre homme est mort parce qu'on lui a refusé ses médicaments. Les gardes rouges ont été éduqués pour combattre leurs ennemis avec les 4 vieilles choses. Les vieilles coutumes, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles idées. Ces idées étaient si ambiguës que tout ce qui n'était pas dicté par Mao, que ce soit une idée, une œuvre d'art ou autre, devait être détruit et remplacé par un nouveau système moral. En gros, Mao décidait de ce qui était bien, de ce qui était mal. À cette époque, la Garde rouge ne se contentait pas de combattre les idées anticommunistes, elle combattait toute personne qui n'était pas maoïste, quelle que soit son interprétation du communisme. L'armée rouge a lancé une chasse aux sorcières, car tout le monde pouvait être considéré comme un ennemi, simplement parce qu'il portait du rouge à lèvres, des vêtements traditionnels, des lunettes de soleil, un canapé ou autre chose. Les personnes accusées d'être des traîtres étaient condamnées sans procès préalable et étaient exposées dans des actes publics dans lesquels elles devaient admettre leur culpabilité. Dans ces actes, elles étaient publiquement insultées, même par leurs propres parents et amis. À la fin, elles étaient envoyées dans des camps de rééducation, consistés en des travaux forcés et des coups. Un de ces accusés était Deng Xiaoping, membre du parti qui a fini par s'occuper des cochons dans une ferme. On estime qu'entre 1 et 7 millions de personnes sont mortes au cours de cette période. En 1966, le pays était au bord de la guerre civile, avec l'armée rouge radicalisée et armée et avec l'armée officielle sur le point de la combattre. Mao Zedong a choisi Lin Biao comme successeur, ce qui était comme Jésus-Christ désignant Judas comme son successeur, car selon les rumeurs de l'histoire, Biao avait prévu d'assassiner Mao. Cependant, Lin Biao est mort dans des circonstances très suspectes. En 1969, lors du 9e congrès national du Parti communiste chinois, Mao a mis fin à la révolution culturelle. Mais les répressions et les purges ne se sont que peu calmées, car elles n'ont pas pris fin complètement avant la mort de Mao. Ce que Lin Biao n'a pas pu terminer, la Grèce l'a terminé, car Mao Zedong est mort gras, victime d'une crise cardiaque le 9 septembre 1976. Après la mort de Mao Zedong, Deng Xiaoping et ses partisans ont réussi à prendre le pouvoir. Mais ils se sont retrouvés avec un pays enfoncé dans la misère et où il était également très difficile de faire une quelconque réforme politique, car la moitié du parti au pouvoir n'aime pas le changement. La seule chose qu'il a pu faire a donc été de changer la Chine par petits morceaux, en créant des zones économiques spéciales qui sont des zones où des lois libérales sont appliquées. Disons que c'était le germe de la Chine d'aujourd'hui. Quand on pense à une révolution culturelle, on pense sûrement à l'invention de la presse à imprimer, à un nouveau mouvement artistique ou à l'invention d'Internet. Mais pour la Chine, la révolution culturelle a signifié la perte de son identité au profit d'une identité imposée par le communisme. En bref, elle a changé les choses, elle a changé la tradition pour la peur. Bien qu'aujourd'hui, il y ait des changements importants et qu'économiquement, la situation des citoyens chinois sont bien meilleures, cela ne signifie pas qu'ils ont gagné des libertés civiles. Il y a toujours le contrôle des médias par le parti et les marges pour être différents sont très étroites, comme vous pouvez l'imaginer après les nouvelles que nous avons mentionnées au début. Disons que sur cet aspect, la révolution culturelle a gagné. Avant de nous dire au revoir, pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour revoir ce que nous avons appris aujourd'hui? Quel était l'objectif de la grande avancée? Si vous avez répondu que c'était le plan de Mao Zedong pour transformer la Chine en une puissance industrielle dans les plus brefs délais, eh bien vous avez raison. Qu'est-ce que la révolution culturelle? Si vous avez répondu que c'était la stratégie de Mao et d'une faction du parti pour réformer et purifier l'opposition, je vous félicite car vous avez encore raison. Maintenant, dans la section des commentaires, dites-nous si vous pensez que la Chine d'aujourd'hui est très différente de la Chine de Mao Zedong, notamment en termes de liberté et de droits de l'homme.